Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. Goriot payait encore 1200 francs de pension. Madame Vauquet trouva tout naturel qu'un homme riche eût 4 ou 5 maîtresses, et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les mandait dans la maison Vauquet. Seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la 2e année, de l'appeler vieux Matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les 900 francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison, en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. « Vous en avez donc 36 des filles » dit aigrement madame Vauquet. « Je n'en ai que 2, répliqua le pensionnaire, avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. Vers la fin de la 3e année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses, en montant au 3e étage et en se mettant à 45 francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Sa physionomie, que les chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Il n'y eut alors plus aucun doute. Le père Goriot était un vieux libertin dont les yeux n'avaient été préservés de la maligne influence des remèdes nécessités par ses maladies que par l'habileté d'un médecin. La couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu'il avait prises pour les continuer. L'état physique et moral du bonhomme donnait raison à ses radotages. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à 14 sous l'aune pour remplacer son beau linge. Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un gilet en poil de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois se rida démesurément, son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans, qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue aigrillarde réjouissait les passants, qui avait quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus, si vivaces, prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leur bordure rouge semblait pleurer du sang. Aux uns, il faisait horreur, aux autres, il faisait pitié. De jeunes étudiants en médecine ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et mesuré le sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de crétinisme, après l'avoir longtemps houspillé sans en rien tirer. Un soir, après le dîner, madame Vauquet lui ayant dit en manière de raillerie « Eh bien, elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles ?» en mettant en doute sa paternité, le père Goriot tressaillit, comme si son hôtesse l'eût piqué avec un fer. « Elles viennent quelquefois, répondit-il d'une voix émue. « Ah ah, vous les voyez encore quelquefois, s'écrièrent les étudiants. Bravo, père Goriot. » Mais le vieillard n'entendit pas les plaisanteries dont sa réponse fut le sujet. Il était retombé dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement prenaient pour un engourdissement sénile dû à son défaut d'intelligence. S'il l'avait bien connu, peut-être aurait-il été vivement intéressé par le problème que présentait sa situation physique et morale. Mais rien n'était plus difficile. Quoiqu'il fût aisé de savoir si Goriot avait réellement été vermicelier et quel était le chiffre de sa fortune,
Les vieilles gens dont la curiosité s'éveilla sur son compte ne sortaient pas du quartier et vivaient dans la pension comme des huîtres sur un rocher. Quant aux autres personnes, l'entraînement particulier de la vie parisienne leur faisait oublier en sortant de la rue Neuve-Sainte-Geneviève le pauvre vieillard dont ils se moquaient. Pour ces esprits étroits, comme pour ces jeunes gens insouciants, la sèche misère du père Goriot et sa stupide attitude étaient incompatibles avec une fortune et une capacité quelconque. Quant aux femmes, qu'il nommait ses filles, chacun partageait l'opinion de madame Vauquer, qui disait, avec la logique sévère que l'habitude de tout supposer donne aux vieilles femmes occupées à bavarder pendant leur soirée, si le père Goriot avait des filles aussi riches que paraissaient l'être toutes ces dames qui sont venues le voir, il ne serait pas dans ma maison au troisième à 45 francs par mois, et n'irait pas vêtu comme un pauvre. Rien ne pouvait démentir ces inductions. Aussi, vers la fin du mois de novembre 1819, époque à laquelle éclata ce drame, chacun dans la pension avait-il des idées bien arrêtées sur le pauvre vieillard. Il n'avait jamais eu ni fille ni femme. L'abus des plaisirs en faisait un colimaçon, un mollusque anthropomorphe à classer dans les casquettifères, disait un employé au muséum, un des habitués à cacher. Poiret était un aigle, un gentleman auprès de Goriot. Poiret parlait, raisonnait, répondait, il ne disait rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que les autres disaient. Mais il contribuait à la conversation, il était vivant, il paraissait sensible, tandis que le père Goriot, disait encore l'employé du muséum, était constamment à 0 degré au mur. Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les premières grades apprendre dans la faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps, s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale, fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la femme des premières galeries de l'opéra-comique. Dans ses initiations successives, il se dépouille de son aubier, agrandit l'horizon de sa vie et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances après avoir été reçu bachelier et lettres et bachelier en droit. Ses illusions d'enfance, ses idées de province avaient disparu, son intelligence modifiée, son ambition exaltée lui firent voir juste au milieu du manoir paternel au sein de la famille. Son père, sa mère, ses 2 frères, ses 2 sœurs et une tante dont la fortune consistait en pension vivaient sur la petite terre de Rastignac. Ce domaine, d'un revenu d'environ 3000 francs, était soumis à l'incertitude qui régit le produit tout industriel de la vigne, et néanmoins il fallait en extraire chaque année 1200 francs pour lui. L'aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée, la comparaison qu'il fut forcé d'établir entre ses sœurs qui lui semblaient si belles dans son enfance et les femmes de Paris qui lui avaient réalisé le type d'une beauté rêvée, l'avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, la parcimonieuse attention avec laquelle il vit serrer les plus minces productions, la boisson faite pour sa famille avec les marcs du pressoir. Enfin, une foule de circonstances inutiles à consigner ici décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions.
Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite, mais son esprit était éminemment méridional. À l'exécution, ses déterminations devaient donc être frappées de ces hésitations qui saisissent les jeunes gens quand ils se trouvent en pleine mer, sans savoir ni de quel côté diriger leurs forces, ni sous quel angle enfler leurs voiles. Si d'abord il voulut se jeter à corps perdu dans le travail, séduit bientôt par la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur sa vie sociale, et avisa soudain à se lancer dans le monde, afin d'y conquérir des protectrices. Devait-elle manquer à un jeune homme ardent et spirituel dont l'esprit et l'ardeur étaient rehaussés par une tournure élégante et par une sorte de beauté nerveuse à laquelle les femmes se laissent prendre volontiers? Ces idées l'assaillirent au milieu des champs, pendant les promenades que jadis il faisait gaiement avec ses sœurs qui le trouvèrent bien changé. Sa tante, Madame de Marsillac, autrefois présentée à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux reconnut dans les souvenirs dont sa tante l'avait si souvent bercé les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes que celles qu'il entreprenait à l'école de droit. Il la questionna sur les liens de parenté qui pouvaient encore se renouer. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la gent égoïste des parents riches, Madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à Eugène, en lui disant que s'il réussissait auprès de la vicomtesse, elle lui ferait retrouver ses autres parents. Quelques jours après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à Madame de Beauséant. La vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain.